Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis, que vous entamez bien cette journée du 13 octobre 2023 et nous allons faire le tour de l'actualité comme on le fait à longueur de temps. Vous voyez le programme, vous pouvez le lire, je vous laisse. Et on va parler de la tension au Moyen-Orient, on va parler de la situation politique aux États-Unis, de la PBOC qui exhorte la Chine, on va parler de la CFTC, on en parle souvent, on parle du DOJ, DOJ qui accuse un ancien directeur général du système de sélection sélective. Allez, on va voir de quoi on parle plus tard. On va parler de Mastercard, on va parler de quelqu'un qui a échangé 131 300 $ en $0, mes amis. Alors ça, il manquait plus que ça. Et d'une nouvelle machine à tatouer, voilà, ça c'est pour les petites news. Et la plateforme crypto Bybit. Et je vous fais aussi d'autres... Bybit, attention, c'est important, Bybit, qui n'acceptera plus d'investisseurs français. Ça, c'est pas des news qui sont excellentes pour nous en France. Et sinon, je vous fais d'autres vidéos où on parle des entreprises du Web3. Là, je vous parle sur cette vidéo-là plutôt un petit peu politique, de ce qui joue dans l'ensemble dans notre écosystème. Et puis après, l'autre vidéo sur le Web3, eh bien, c'est plus un petit peu comment avancent justement nos petites entreprises avec leurs petits malheurs ou leurs déboires ou des événements extraordinaires qui les fait avancer. On a besoin de tout ça pour pouvoir justement bien se placer dans notre écosystème, mes amis. Allez, on commence par le grand champion qui est le BTC, 26 818. Bon, il peut faire mieux. Le TH, 1549. On a un marché qui, pas terrible en ce moment, on joue dans certaines zones, je vous en parle sur les graphiques, donc on va pas revenir tout de suite là-dessus, mais regardez ce marché quand même, là on n'a pas le BTC, on a tout le reste, tous les altcoins, plutôt gris, du vert, du rouge, mais beaucoup de gris, on est en train de se poser plein de questions, à savoir si on doit aller vers le nord ou vers le sud. Calendrier économique, on a des news comme à longueur de temps évidemment. Et ces news sont très très importantes. Et pourquoi ? Pour les traders, on peut savoir un petit peu comment on va se situer le marché dans les quelques jours à venir. Si vous faites du très long terme, ça n'a pas trop d'importance. Mais voilà, je vous raconte ça à longueur de temps. Là, on va parler du Michigan Consumer Sentiment. Voilà, donc on a des prévisions, on a les précédents. Ce que je peux vous dire là-dessus, je vous ai fait un petit compte rendu comme d'habitude. Si la tendance à la hausse des taux d'intérêt se poursuit, elle pourrait dissuader les consommateurs, en particulier ceux des tranches de revenus supérieurs, de réaliser des gros achats, tels que les maisons ou les véhicules. C'est important tout ça, évidemment. Ces décisions peuvent à leur tour entraîner un ralentissement de l'activité économique dans le secteur, tel que l'immobilier et l'automobile, qui sont des secteurs moteurs essentiels de l'économie américaine, évidemment. Et comme je vous ai dit, c'est le marché américain qui nous entraîne un peu. Mais attention, il y a le marché chinois. Il ne faut jamais oublier le marché chinois. Moi, je les étudie tous les matins. Et après, je passe au marché américain, évidemment. Et après, le marché européen. De plus, même si les inquiétudes liées à l'inflation se sont quelque peu apaisées, la pression combinée de l'inflation et des taux d'intérêt peut renforcer la résistance à dépenser. Pour les entreprises, cela signifie qu'elles pourraient avoir besoin de s'adapter à un paysage de consommation en mutation où les acheteurs sont plus prudents et soucieux de leur budget. Les stratégies pourraient inclure l'offre des meilleures options de financement, des promotions ou un accent mis sur des gammes de produits plus abordables. Pour les décideurs politiques, l'équilibre entre la maîtrise de l'inflation et la non-entrave de la croissance économique devient encore plus délicate. Si l'objectif à la hausse des taux d'intérêt est de maîtriser l'inflation, les effets plus larges sur le sentiment des consommateurs et les dépenses ne peuvent pas être ignorés, mes amis. Ils devront surveiller de près ces tendances et être prêts à ajuster les politiques si les répercussions négatives sur l'économie deviennent prononcées. C'est chaud en ce moment, Une petite conclusion sur tout ça, bien que les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale aient joué un rôle essentiel dans la maîtrise de l'inflation, les répercussions sur le sentiment des consommateurs, en particulier en ce qui concerne les achats de grande valeur, sont évidentes. L'évolution de cette tendance sera cruciale pour définir les politiques économiques et les stratégies d'entreprise dans les mois à venir. En ce moment, comme je vous l'ai dit à longueur de temps, souvent je n'approfondis pas tout ça. Pourquoi ? Pour une bonne raison, c'est que les mecs, ils avancent à l'aveugle. Ils ont un bandeau sur les yeux, ils ne savent pas trop où ils vont en réalité et on est forcé de juger sur le tas.
Au fur et à mesure que les choses arrivent, c'est comme ça, hein, c'est l'économie, c'est comme ça, mes amis. Il faut vous habituer. Et en trading, on fait la même chose. On voit les prix, on voit comment le marché réagit, et nous, on réagit par rapport à ça. Un bon trader, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui va au pif, ou qui tire à pile ou face, ou qui a des certitudes en se disant « Ouais, demain, c'est comme ça ». Ça, ce sont les mauvais traders, mes amis. Hein. Les autres, c'est ceux qui réagissent au fur et à mesure, qui prennent des profits, qui effacent des pertes, etc., qui savent faire le business, et c'est ceux-là les bons traders. Allez, on avance donc dans tout ça. Vous avez bien compris qu'on est dans une situation un petit peu compliquée. Hein. Guerre en Ukraine, évidemment, guerre en Ukraine, toujours là, j'en parle depuis le début de la guerre en Ukraine, et je continuerai à en parler à chaque fois, parce que là, on l'oublie un peu. Pourquoi ? Parce qu'on est passé maintenant à autre chose, une autre guerre. Hein, voilà, on l'a bien compris, hein, Hamas. Conflit israélo-palestinien, évidemment, comme j'en parle maintenant depuis le début aussi que ça se crée, puisque je suis choqué avec ça. Je suis choqué puisque c'est pas une guerre classique, c'est une guerre de terroristes qui va tuer des civils et qui va tuer, comme on a fait au Bataclan ici en France, qui va tuer une rave party, des jeunes qui sont là, on vient massacrer tout le monde, on tue les femmes, les enfants, etc. Et on continue comme ça, à s'étendre comme ça dans le pays pour tuer un petit peu tout le monde. Ça, bon, c'est inadmissible. Hein. Je fais pas de politique. Encore une fois, moi je suis breton, normand, non-croyant, donc les religions je m'en fous et je comprends pas, enfin je comprends très bien d'ailleurs parce que je les étudie depuis longtemps, mais disons que ça c'est de la barbarie, c'est pas de la guerre, c'est de la barbarie, hein, d'accord ? La guerre c'est militaire contre militaire. Bon allez, j'arrête là-dessus. En tout cas je suis choqué évidemment par tout ce qui se passe. J'ai des amis palestiniens, j'ai des amis israéliens, et le bonheur pour moi quelque part, et je le vois même sur Paris, des Palestiniens et des Israéliens qui s'entendent bien, qui se parlent, qui essayent de comprendre tout ça, et ça c'est bien parce que ça existe ça aussi. Il n'y a pas que des gens qui se détestent, il y a des gens qui s'aiment bien, il y a des gens qui aiment bien, qui aiment leur prochain tout simplement. Hein. Après on fait avec les politiques de partout, on fait avec les religions, on fait avec les couleurs de peau, on fait avec les idées différentes, mais tout ça, tous ces contextes-là, on peut à la limite en parler. Et pas s'entretuer, mes amis. Voilà, allez, j'avance sur tout ça. Vous avez bien compris que je suis un peu choqué par tout ce qui se passe. Hein. Évidemment, quand on voit des terrains comme ça, complètement dévastés, détruits, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, hein, dans n'importe quel pays du monde, hein, c'est dramatique. Hein. Une guerre plus large au Moyen-Orient pourrait faire basculer l'économie mondiale. Évidemment que nous, on parle d'économie mondiale, on parle d'argent, alors que c'est rien, hein, par rapport à la souffrance humaine, hein, évidemment. La situation au conflit entre Israël et Hamas pourrait avoir un impact significatif, hein, évidemment, sur l'économie mondiale, je viens de vous le dire. Voici les points clés, je vous ai fait un petit résumé de ça. L'inflation mondiale, la guerre pourrait entraîner une hausse de l'inflation mondiale, selon le modèle de Bloomberg. Hein, je prends beaucoup d'infos sur Bloomberg, évidemment, et sur Reuters. Économique. On pourrait s'attendre à une baisse de 1 point de pourcentage de la croissance mondiale pour 2024, ramenant ce taux à seulement 1,7. La récession mondiale, bien que les récessions mondiales soient difficiles à définir en raison de l'expansion rapide d'économies majeures comme la Chine, une croissance de 1,7 serait considérée comme une récession. En excluant les impacts de Covid et de la crise financière mondiale, cette croissance serait la pire depuis 1982. Des années que j'ai connues, mes amis, hein, j'étais en activité, j'étais jeune, en activité, plein de force et tout. J'ai connu toutes ces périodes difficiles, donc on peut en parler entre nous, hein, évidemment, parce que je les ai vécues, et j'ai vu aussi la sortie de ces périodes. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que j'ai toujours des lueurs d'espoir en tout ce que je dis. Je condamne fermement certaines choses, parce que ce sont mes idées, je ne dis pas que j'ai raison, je dis que ce sont mes idées, mais après, j'ai toujours une lueur d'espoir. Tous mes amis me connaissent, tous ceux qui me suivent de près me connaissent, même quand ça va très mal, j'ai toujours la lueur d'espoir que demain ça va aller mieux. Donc nous, on va sur le chemin de demain ça va aller mieux, et on essaye de faire tout en sorte de se protéger de tout ce qui va mal. Une période marquée par la hausse de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine pourrait contenir l'inflation suite au choc pétrolier des années 70, évidemment. La conséquence du choc pétrolier, c'est un choc pétrolier majeur, non seulement ralentirait la croissance économique, mais pourrait aussi perturber les efforts mondiaux pour stabiliser les prix. Cela entraînerait une inflation mondiale de 6,7 l'année suivante. C'est là où on essaie de prévoir les catastrophes futures. Mais attention, j'ai bien appris aussi dans le passé que tout ce qu'on prévoit, les choses n'arrivent pas spécialement. On n'a pas de boule de cristal, personne. Hein. Mais bon, on est bien forcé de penser quand même à l'avenir. L'objectif d'inflation de 2% de la Réserve fédérale serait compromis. De plus, le coût élevé de l'essence pourrait devenir un enjeu majeur dans la campagne de réélection du président Joe Biden. En somme, la guerre actuelle pourrait avoir des répercussions économiques mondiales significatives, affectant la croissance, l'inflation et même la politique
intérieur des États-Unis. Et on n'oublie pas aussi que les États-Unis ne sont pas les seuls maîtres au monde. Il y a derrière la Chine, il y a derrière d'autres pays, évidemment, on l'a bien compris, sur lequel tout ça, ça peut avoir un impact quelconque. La dynamique politique actuelle aux États-Unis, surtout à la Chambre des représentants, a un impact significatif sur la législation de la crypto-monnaie. Tout ça, ça joue évidemment sur notre écosystème. Il serait crucial de surveiller comment la situation évolue, car elle pourrait déterminer la direction future des réglementations liées à la crypto aux États-Unis. Ça, j'avais mis ce petit commentaire pour vous le dire. On n'oublie pas de bien surveiller tout ce qui se passe justement et de voir cette dynamique politique aux États-Unis qui est un peu troublée par beaucoup de choses, mais qui a un impact significatif sur notre crypto-monnaie, mes amis. Ça, c'est hyper important de toujours l'avoir en tête. Et là, on a la Chine doit prévenir les abus à mesure qu'elle développe la CBDC, déclare l'ancien gouverneur BPOC. Alors, Zhu Xiaochuan, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Chine, a souligné l'importance de la sécurité lors du développement de la monnaie numérique de la Banque centrale de Chine, la CBDC. S'exprimant lors d'un forum à Pékin, il a insisté sur le fait que la sécurité est un élément crucial dans le secteur financier et a mis en garde contre les abus potentiels, tels que le blanchiment d'argent et le commerce des armes qui peuvent être facilités par des crypto-monnaies. Zhu a également mentionné la nécessité de maintenir les coûts technologiques bas pour éviter une mauvaise utilisation. Par ailleurs, il a expliqué le fonctionnement du système ICNY pour une architecture à 2 niveaux, la monnaie numérique chinoise, avec la Banque populaire de Chine, en première couche d'émission et diverses institutions commerciales comme 2e niveau. Cette infrastructure permet une amélioration continue et favorise l'innovation. Zhu a également évoqué les transactions transfrontalières comme dans un domaine de clé d'exportation pour les CBDC, citant notamment les tests de Hong Kong pour les paiements transfrontaliers l'utilisant l'ICNY. Eh bien, oui, écoutez, on va suivre quand même la Chine de près. Moi, je la suis depuis longtemps, puisque c'est mon métier, je suis expert en art asiatique. Donc, je suis tout ça de près depuis très longtemps. La Chine, est quand même en avance, je dis, sur nous, même si on n'a pas les mêmes visions qu'eux, encore une fois, on n'a pas les mêmes visions qu'eux, mais on s'aperçoit avec le temps que ce qu'ils font en avance, et par la suite, on vient faire un peu parfois du copier-coller, malheureusement, que ce soit au niveau sécurité, je dis pas au niveau liberté des gens, ça c'est encore un autre problème, mais sinon on doit suivre en tout cas tout ce qu'ils font au niveau des CBDC, ça va être important, je le pense, tout au moins, on verra bien ça. Et voilà, la CFTC porte des accusations de fraude contre le cofondateur de Voyageurs Digital, Stéphane Ehrlich. Bon, ça c'est les petites news, c'est des vieilles histoires qu'on a qui continuent, évidemment. Ce cofondateur et la société sont accusés par la Commodité Future et Tradition Commission de fraude et de ne pas s'être enregistrés auprès de l'agence. Voilà, ça on en parle depuis très longtemps. Donc je vous laisse lire la suite de ça. Je ne veux pas rester là-dessus, ça fait perdre du temps. Et puis c'est les petites news pour ceux qui suivent bien tout ce qui s'est passé dans le passé, où beaucoup d'entreprises se sont effondrées justement. C'est la suite de tout ça. Et là, le DOJ accuse un ancien directeur général d'un système de sélection sélective lié au contrat à terme cryptographique. Résumé, Peter Kompolin, propriétaire de PDG de Systematic Alpha Management LLC, a plaidé coupable de complot pour commettre une fraude sur les matières premières et risque jusqu'à 5 ans de prison. Le ministre de la Justice, DOJ, a déclaré que Kompolin avait utilisé un système de sélection pour les contrats à terme crypto entre janvier 2017 et 2021, novembre 2021. Ce système appelé triage à la carte consiste à exécuter des transactions sans les attribuer à un compte spécifique jusqu'à déterminer si elles sont rentables ou non. Les procureurs affirment que Kompolin a frauduleusement réparti les gains et les pertes de ces transactions pour bénéficier personnellement aux dépens de ses clients. De plus, il a utilisé les profits pour financer des dépenses personnelles comme le loyer d'un appartement en bord de mer et a transféré des fonds vers des comptes en Biélorussie et à la Dominique. L'inspecteur général adjoint de la FDIC-OIG,
pour les enquêtes et a souligné l'importance de détenir Cambolin responsable de ces actes. Ça, ce sont des petites histoires petites histoires même importantes dans notre écosystème où malheureusement on a beaucoup de fraude, beaucoup de triche et là c'est en train de faire le tri depuis quelques temps. C'est pour ça qu'on en parle un petit peu et parce qu'il faut juste être au courant. C'est pas des choses qui nous arrangent, c'est pas des choses qui sont merveilleuses pour nous, mais bon, voilà, il y a des meilleures news comme Mastercard termine avec succès le projet pilote CBDC avec la Reserve Bank of Australia. Voilà, il a achevé un projet pilote de monnaie numérique de banque centrale en collaboration avec la Reserve Bank of Austria et le Digital Finance Cooperative Research Central. Le projet a évolué comme les parties ayant suivi les protocoles de connaissance du client peuvent détenir, utiliser et racheter les CBDC. Il a également étudié la manière dont un détenteur pourrait acheter un NFT basé sur Ethereum en utilisant la CBDC. Richard Warmald, président de la division Australasie de Mastercard, a souligné l'importance croissante de la technologie blockchain et l'économie numérique, en déclarant que celle-là offre plus de choix aux consommateurs et crée des opportunités de collaboration entre les réseaux publics et privés. En outre, Cuscal, une société australienne de services financiers, et Mintable, une société de technologie blockchain, ont participé à ce projet pilote. Ça, c'est important. Mastercard avait montré son intérêt pour les CBDC depuis 2020 et a formé un programme CBDC avec Ripple et Consensus en août 2023. Mastercard, très impliqué dans notre écosystème, a bien compris, bon, il y a Visa aussi, qui sont très, très impliqués aussi, donc toutes les deux avancent dans notre écosystème. C'est important, puisque notre argent peut passer par Mastercard, l'argent de la crypto-monnaie peut passer par Mastercard et par Visa, donc ce sont des points très importants. Imaginez si demain matin, Mastercard disait, nous, la crypto-monnaie, c'est fini, on ne veut plus aucun contact avec les entreprises de crypto-monnaie, on ne veut plus à la limite faire passer leur crypto-monnaie par nos services. Imaginez, ce serait un drame dans notre écosystème, ce serait un drame. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre un petit peu tout ce qui se passe chez eux, évidemment. Et là, on a quelqu'un qui a changé, ce qui représenterait 131 300 $ contre 0$, voilà, de l'USDR en USDC. Alors ça, c'est un truc de fou. Un petit résumé de ça, une personne semble avoir accidentellement échangé les jetons USDR d'une valeur approximative, 131 000, contre 0$. Voilà, ça c'est beaucoup plus simple à calculer, suite à une possible erreur de gros doigt. Cet incident a eu lieu sur OceanSwap, un agrégateur DEX et DeFi. L'utilisateur en question a même payé des frais de gaz pour cette transaction. Il est possible que l'utilisateur ait paniqué avec une chute soudaine de la valeur de l'USDR, évidemment qu'on a vu chuter, ce qui est passé de 1$ le 11 octobre. C'est incroyable ça. L'USDR, qui est en partie adossé à des actifs immobiliers, pourrait avoir perdu son ancrage en raison d'une ruée massive de rachats. Le stablecoin a connu une chute immédiate avec son prix baissant de 0,53$, bien qu'il ait brillamment rebondi à 0,68 au 12 octobre à 10h. La capitalisation boursière de l'USDR était de 40,9 millions de dollars. Voilà, et encore une fois, une chose auquel je ne croyais pas, j'en ai parlé à ce moment-là où ça sortait, j'ai dit aux gens de se méfier, de faire très attention à ce genre de choses. Et voilà, bon, il y en a qui foncent dessus parce qu'ils pensent qu'ils vont être milliardaires, parce qu'il y a un nouveau produit qui sort, et encore une fois, il faut toujours se méfier, voilà. Ok, j'espère que vous n'étiez pas dans ce coup-là, il y a eu pas mal d'argent à perdre, je ne parle pas de celui qui a fait son erreur de gros doigt, je parle des autres, évidemment. Allez, une nouvelle machine à tatouer, mes amis, pour ceux qui sont intéressés par les NFT, qui veulent le graver sur eux. Allez, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais on va lire cet article-là pour ceux qui sont je leur fais pas de pub, je ne fais pub pour personne, je touche d'argent pour personne, donc je ne fais pub pour personne. Mes vidéos servent surtout à vous mettre au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème et de vous mettre en garde aussi sur certaines choses. Voilà, je pense que les gens qui m'ont écouté sur l'USDR n'auraient pas été dans la misère. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, allez, on avance encore un petit peu. On va parler de quoi? France, la plateforme crypto Bybit. Bybit, mes amis, ça c'est pareil. Bybit, attention, on fait attention, notre argent, je répète, je le dis, à longueur de temps, je vais le répéter encore là, on ne met pas tout son argent au même endroit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Déjà, quand vous êtes dans des sociétés comme Bybit, etc., votre argent n'est pas protégé, vous ne la possédez pas, donc déjà c'est quelque chose. Après, ces sociétés-là
On le sait depuis X temps, c'est pas une nouveauté. Alors évidemment, tous les gens qui veulent des liens, qui veulent gagner de l'argent avec les liens, avec des avantages qu'ils ont chez Bybit, etc., ils font la promotion de tout ça. Encore une fois, ça peut être embêtant. Pourquoi? Parce que ces sociétés ne sont pas, disons, enregistrées chez nous. Et nous, en France, on est très compliqué. Je dis pas que c'est bien, moi, hein, attention. Hein, moi, je vous mets en garde simplement. En France, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il nous faut tellement d'autorisation pour faire quelque chose que toutes ces entreprises peuvent s'arrêter d'un seul coup. Vos comptes peuvent s'arrêter d'un seul coup, votre manière de faire les choses peuvent s'arrêter d'un seul coup. Alors, donc on est prudent. Et la seule prudence que je connaisse dans notre écosystème, j'ai rien contre Bybit, hein, ni contre Binance, ni contre Bitget, ni contre ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de problème. Hein. Il y en a souvent, moi je suis dessus, etc. etc. C'est pas le problème, hein, ça. Hein. C'est pas le problème. Je parle juste personnellement de ce que vous devez faire. Et on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà, on ne laisse pas d'argent sur les plateformes comme ça qui ne sont pas réglementées, évidemment. Et je parle bien de la France, de chez nous, évidemment. Les autres pays, chaque pays doit faire avec ses autorisations. Et voilà, et nous, en France, nous c'est quand même très très dur, sous couvert de protéger les particuliers. Hein. Alors peut-être qu'on est un peu trop en dérive aussi sur les protections, parce que tellement on protège qu'on ne peut plus rien faire. Ça, c'est encore autre chose, c'est une autre histoire dans lequel on en parlera sur d'autres vidéos. Voilà, allez, on fait attention à ça, on lit l'article sur Bybit, donc hein, de toute façon c'est à partir du 20 octobre 2023, Bybit, un échange de crypto-monnaies, ce sera d'accepter de nouveaux utilisateurs domiciliés en France, voilà, citant les exigences réglementaires comme raison. La société a annoncé qu'à partir de cette date, elle ne prendrait plus de demandes de vérification d'identité de clients présentant une preuve d'identité française ou une justification de domicile en France. Carrément, boum. Bien que l'annonce n'indique pas explicitement l'avenir des utilisateurs existants, donc ça, vous avez bien compris ça aussi, bien que l'annonce n'indique pas explicitement l'avenir des utilisateurs existants. Il est supposé qu'ils pourront continuer à utiliser la plateforme. Il est supposé. Vous voyez ce que je veux dire? Supposer. Donc, moi, je suppose qu'il peut y avoir risque. Donc, on fait attention, on s'enlève et on revient après. Si tout va bien, on revient, c'est pas un problème. Ces décisions pourraient être influencées par le retrait de certains produits dérivés par d'autres plateformes comme Binance et FTX en France. Bybit a déjà été confronté à des questions réglementaires ayant introduit une vérification d'identité, le KYC, obligatoire plutôt cette année et s'étant retiré au Canada en raison d'un environnement réglementaire strict. L'entreprise est également sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers depuis 2022, ce qui suggère qu'elle pourrait chercher à se conformer avant l'entrée en vigueur du règlement MiCA. Voilà, je pense qu'ils vont tous faire un gros travail là-dessus. Et ils vont tous essayer de se mettre en conformité. Voilà. Et ceux qui ne le feront pas, vous ne pourrez pas travailler dessus parce que vous risquez, vous, d'avoir des soucis un jour ou l'autre. Hein. Donc c'est surtout ça, hein, l'histoire. Hein. C'est pas, on n'a rien contre ces sociétés-là, on essaye juste de protéger ses fesses. Et ce qui me paraît d'une évidence. Hein. Et c'est pareil pour l'instant pour Bitget, pour le reste et tout. Hein. C'est exactement la même chose. Attention où vous travaillez, mes amis. Attention à ce que vous faites parce qu'ils ne sont pas régulés, quoi. Ils ne sont pas autorisés, hein, vraiment. Donc, faites gaffe. Allez, à plus tard. J'arrête un petit peu mes blabla, là, encore une fois. Et on fait très attention, c'est normal. Hein. On est dans un pays où il y a beaucoup de lois, malheureusement. Et on doit faire avec. Bye bye, faites attention à vous. Ciao, ciao, ciao.